Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène en Grèce pour parler éducation et ville du futur. Bienvenue dans le 15e épisode du nouveau programme. Alors aujourd'hui, c'est en proche banlieue d'Athènes, à quelques kilomètres du Parthénon, que je vous emmène. Derrière moi, j'ai l'honneur de vous présenter l'école circulaire d'Aios Dimitrios, l'un des bâtiments publics les plus audacieux et révolutionnaires de tout le pays, œuvre majeure de l'architecte Takis Zénétos. Né à Athènes le 26 mars 1926, Takis Zénétos est un des architectes grecs les plus importants de la seconde moitié du XXe siècle. Il fait ses études à Paris entre 1945 et 1954 avant de rentrer en Grèce où il sera rapidement reconnu comme le moderniste le plus audacieux de son époque. L'architecte marque en effet les esprits dès son premier grand projet, la Brasserie Fixe, un bâtiment à l'échelle et à l'esthétique sans précédent dans le paysage urbain d'Athènes qu'il réalise entre 1957 et 1963 avec Margaritis Apostolidis. Zénétos conçoit bientôt de nombreux immeubles d'habitation dans la capitale, comme celui de l'avenue Amalias, avec ses panneaux de verre glissant devant les vérandas. Il réalise également des maisons individuelles, qu'il s'applique notamment à détacher du sol, à l'image de celle de Cavouri, dont la terrasse flottait littéralement au-dessus du paysage. Entre 1965 et 1967, Takis Zénétos réalise un théâtre de 3000 places sur le mont Lycabette. Il le met en œuvre avec une structure métallique, recouverte de gradins en bois, réinterprétant ainsi la cavea antique dans une forme évoquant une parabole tournée vers le ciel. Architecte pionnier à l'esthétique résolument moderne, Takis Zénétos avait également une foi inébranlable en la capacité des nouvelles technologies à faire évoluer radicalement nos sociétés. Il va ainsi passer sa vie à développer des visions utopiques pour la ville du futur, un projet qu'il appelle l'urbanisme électronique. Pour résoudre les problèmes d'étalement urbain et de dégradation de l'environnement, Takis Zénétos propose à l'humanité de coloniser l'atmosphère de manière à rendre un maximum d'espace à la nature et à l'agriculture. Il imagine pour ce faire des structures suspendues pouvant aller jusqu'à plusieurs milliers de mètres de haut qui seraient reliées en un système planétaire pour former un réseau dans une construction collective visible depuis l'espace. Il ne s'agit pas d'une provocation intellectuelle, comme avaient pu l'être par exemple les projets d'Archigramme à la même époque, mais bien d'un projet concret caractérisé par sa rationalité constructive. Au sein de ces structures parallèles, chaque niveau aurait constitué une nouvelle couche de croûte terrestre sur laquelle les êtres humains auraient évolué dans des formes d'habitat autosuffisants, semblables à des bulles transparentes. Un projet que l'architecte développe dans l'ouvrage Urbanisme électronique, structure parallèle, qu'il publie en 1969. Mais le plus surprenant n'est pas tant la forme qu'il imagine pour sa ville du futur, mais plutôt la société qu'il anticipe, basée sur une automatisation absolue et sur la digitalisation totale des communications et des expériences. L'architecte imagine une société modelée par la technologie où le travail et les interactions sociales utiliseraient des réseaux numériques dont les structures de ces villes auraient été le support. Une société qui aurait éliminé le besoin de se déplacer et où l'habitant pourrait être partout et nulle part à la fois. Après l'avoir pensé à l'échelle du monde, Zénétos affinera son projet jusqu'à la sphère domestique, concevant même le mobilier et les équipements de cette société de l'électronique. En octobre 1967, il présente ainsi à l'Interdesign 2000 un fauteuil polyvalent conçu comme un prolongement du corps humain. Intégré dans les bulles autonomes que nous avons vues plus tôt, il aurait permis avec sa télécommande et son centre de contrôle pour les contacts optiques et acoustiques, l'exécution de toutes sortes de téléactivités. En somme, Takis Zénétos a imaginé le télétravail à une époque où l'Internet n'existait même pas. Mais ce que Zénétos ne pouvait pas prévoir, c'est qu'en 2025, l'accès à Internet serait limité par des frontières numériques. Heureusement aujourd'hui il y a NordVPN, que vous pouvez essayer dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description. Mais c'est quoi un VPN? Un VPN, c'est un outil qui chiffre votre connexion Internet en la redirigeant vers un serveur sécurisé dans le pays de votre choix. Vos données sont ainsi protégées, votre vie privée est respectée et vous pouvez accéder à des contenus comme si vous étiez ailleurs, parfait pour regarder vos émissions préférées en voyage et être partout et nulle part à la fois. Et grâce au lien dans la description, vous pourrez bénéficier de 4 mois offerts sur l'abonnement de 2 ans
et d'une garantie satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Mais ce n'est pas tout. Avec la protection Anti-Menace Pro, vous êtes également protégé contre les sites malveillants et les tentatives de hameçonnage, même sans activer le VPN. Zenetos avait peut-être vu venir la société digitale, mais vous pouvez aller plus loin et naviguer librement, en sécurité et sans limite. Profitez de l'offre exclusive NordVPN grâce au lien dans la description. Pour y revenir, Zenetos imagine donc une société basée sur la dématérialisation totale des expériences. En 1969, l'architecte va avoir l'occasion d'expérimenter sa vision dans un bâtiment très particulier, une école du futur, qu'il réalise à Ayios Dimitrios. Ayios Dimitrios, ou Saint-Dimitri, est une des 40 communes du Grand Athènes, située au sud de la ville-centre, à environ 3 km de l'Acropole. Proclamée capitale en 1834 alors qu'elle ne compte que quelques milliers d'habitants, Athènes va grandir à une vitesse fulgurante et unique en Europe, jusqu'à concentrer aujourd'hui plus de 3,5 millions de personnes, soit un tiers de la population du pays. Et Ayios Dimitrios, qui s'appelait encore Brachami jusqu'en 1928, ne va pas échapper à cette explosion urbaine et démographique. Alors qu'elle n'est encore qu'un village de banlieue en 1950, la ville va voir sa population multipliée par 10 en l'espace d'une vingtaine d'années, devenant subitement un centre urbain en pleine effervescence. C'est dans ce contexte que la ville va se voir dotée de ses premiers établissements d'enseignement secondaire, collèges et lycées. Désireux de conserver un maximum d'espace de plein air, sur un terrain qu'il considère d'emblée inadapté, Takis Zenetos propose de réunir ces établissements en un seul volume compact. Construite à partir de 1970 et inaugurée en 1976, l'école circulaire de Takis Zenetos incarne l'essence même du travail de l'architecte. Elle prend place sur une parcelle rectangulaire, descendant de 5 à 9 mètres entre les rues Alexandrou Papagou et Priamou. L'accès au site se fait par ses 2 niveaux, en plus d'un 3e sur la rue Kalitéas. La déclivité du terrain est quant à elle gérée en terrasse sur 2 niveaux, disposition qui permet de ménager un socle dans lequel l'architecte installe les 4 salles de gymnastique prévues au programme. Celles-ci s'ouvrent intégralement par le biais de parois mobiles sur une cour basse et forment l'interface avec une cour haute sur laquelle prend place le bâtiment circulaire. Surnommé en grec Tostrogillo, le rond, ce bâtiment doit sa forme à la volonté de l'architecte de s'éloigner du modèle des écoles traditionnelles, jugé peu performant. Il le conçoit donc comme un bâtiment autonome, imaginant pouvoir le reproduire sur d'autres sites, et l'insère donc ainsi à Ayios Dimitrios, sans référence à son contexte, à l'image d'un vaisseau qui aurait atterri sur une plateforme rigoureusement plane. Implanté au nord-ouest du site, au plus près de la rue Alexandrou Papagou, ce bâtiment est constitué de 2 demi-anneaux d'environ 12,50 m d'épaisseur et s'élevant sur 2 et 3 niveaux. Au sud, doublé d'imposants brise-soleil, un grand anneau abrite les salles de classe, divisées en 2 sections par une cage d'escalier. Au nord, un anneau plus petit hébergeant locaux administratifs et laboratoires voit quant à lui émerger de son volume 2 autres escaliers projetés en saillie à l'extérieur du bâtiment. Ils sont protégés par des parois vitrées sur 2 côtés et laissés à l'air libre sur leur flanc sud, ouverture que l'on retrouve également sur l'escalier du grand anneau. Recouvrant intégralement le premier niveau, une cour surélevée occupe pour finir le centre de l'école, dont l'accès principal se fait par une passerelle donnant directement sur la rue Alexandrou Papagou. Enjambant la cour haute sur laquelle elle permet également de descendre, cette passerelle mène directement au 2e étage, niveau de la cour intérieure. Même s'il est vrai que d'ici, on dirait plutôt un rez-de-chaussée. Bien plus qu'une simple cour, cet espace constitue non seulement le cœur du bâtiment, mais également un point de contact direct avec les habitants du quartier, pour lesquels il est un lieu de vie. Il agit ainsi en entité autonome, accueillant par exemple des concerts ou des fêtes de quartier, et même durant l'été, un festival de cinéma en plein air. S'ouvrant directement sur la cour intérieure, les salles de cours, qui ont une surface de 60 m², s'élèvent à une hauteur de 4,20 m, c'est très haut, et sont éclairées des 2 côtés par des baies vitrées prenant toute leur largeur. Celles-ci sont placées à 2 mètres de hauteur côté intérieur, évitant aux élèves de se laisser distraire par ce qui pourrait se passer dans l'école, à seulement 1 mètre pour celles tournées vers l'extérieur. Mais avec un vitrage de 3 mètres de haut, il fallait éviter que les salles de cours ne se transforment en serres, surchauffées par le soleil d'Athènes. Avec ses imposants brise-soleil,
l'architecte propose une solution radicale, aussi esthétique que technique. Reposant sur une structure en porte-à-faux émergeant du bâtiment lui-même, les brise-soleil de l'école de Takis Zenetos s'élancent devant les façades sur une distance variant de 10 à 2 mètres. Ils sont constitués de poutrelles en béton armé précontraint, préfabriquées directement sur site et positionnées à la main sur le chantier. Leur dessin est issu d'une fine étude de la course du soleil, leur angle et leur longueur faisant que les salles restent en été toujours à l'abri du soleil. Ils sont placés aux 3/4 de la hauteur d'un étage, 1 mètre sous le niveau des planchers, ce qui permet de libérer de leur ombre une imposte vitrée. Ainsi, tandis que la surchauffe est évitée en été, l'ensoleillement reste possible en hiver lorsque le soleil est plus bas dans le ciel. La disposition des salles de classe, pour y revenir, se répète à l'identique au niveau supérieur, où elles sont desservies par une coursive. Et si le plan du bâtiment ne change pas tellement entre le 2e et le 3e étage, il en va tout autrement pour le premier, qui lui est construit sur toute sa surface. Seule la disposition des salles de classe reste en effet ici identique, la coursive étant remplacée par un couloir qui dessert en plus des ateliers situés sous la cour intérieure. La partie nord accueille quant à elle des laboratoires de chimie, biologie ou informatique, utilisant pour certains plusieurs travées du plan. Au centre de ce niveau, pour finir, sous l'espace occupé par la cour intérieure, Takis Zenetos installe une salle polyvalente, aujourd'hui transformée en auditorium pouvant accueillir 380 personnes, un équipement rare pour une école publique. Jusque-là, peut-être vous demandez-vous en quoi cette école est-elle révolutionnaire, en dehors peut-être de sa forme ronde. Et j'ai même parlé d'école du futur. Lorsqu'il conçoit cette école, en 1969, Zenetos savait bien qu'il n'allait convaincre personne de faire une école révolutionnaire, encore moins dans le contexte de dictature que vivait la Grèce à cette époque. L'architecte conçoit donc une école au fonctionnement classique, mais avec une trame suffisamment flexible pour qu'elle puisse être facilement transformée. Il met ainsi en œuvre un bâtiment volontairement simple, qu'il cherche à résumer à sa structure, accentuée comme élément de base de son architecture. Cette structure repose sur un système poteau-poutre qui n'est vu comme rien d'autre qu'un cadre porteur, une règle du jeu au sein de laquelle tout est possible. Il la conçoit comme un système didactique qui se montre, dans l'ambition que les élèves puissent en percevoir facilement la fonction. Les éléments porteurs sont ainsi laissés en béton apparent, une absence de finition qui les distingue d'emblée des éléments de remplissage. L'architecte préconise enfin de réaliser les cloisons avec des éléments peu chers, voire jetables, de manière à ce qu'elles puissent être facilement remplacées par des éléments mobiles, ou alors tout simplement supprimés. Car Takis Zenetos croyait que l'évolution rapide des nouvelles technologies rendrait bientôt complètement caduque le principe même de salle de classe. Il conçoit ainsi cette école avec la certitude de la voir évoluer très vite, d'une manière qu'il projette bien sûr avec précision. À l'endroit de la salle polyvalente, l'architecte imaginait l'installation d'un noyau d'équipement audiovisuel, pierre angulaire d'un nouveau système pédagogique. Au centre, un studio de télévision aurait permis la production de programmes éducatifs. Autour, un amphithéâtre ouvert aurait quant à lui donné la possibilité de les diffuser en même temps à un grand nombre d'élèves sur un écran géant desservi par un circuit fermé de télévision. Équipé de caméras, cet espace aurait également permis de retransmettre des contenus pédagogiques réalisés en direct et même d'afficher des hologrammes. Tout autour, des unités de travail aménagées de diverses manières auraient permis la mise en place d'autant de formes d'enseignement allant du collectif à l'individuel. Chacune aurait bénéficié d'une unité fournissant de l'information instantanée à la demande, sorte d'intuition de l'ordinateur connecté à Internet. Le premier niveau aurait ainsi été converti en un espace unitaire où des cloisons mobiles auraient permis des variations infinies du plan. Et bien sûr, l'idée de Zenetos ne concernait pas que le premier étage, mais bel et bien l'ensemble de l'école. L'architecte prévoyait en effet une évolution progressive du bâtiment où les dalles des 2e et 3e étages auraient été tour à tour étendues jusqu'à recouvrir la cour intérieure et permettre l'installation de 2 autres noyaux d'équipement audiovisuel. Car il ne s'agit pas là d'une simple idée utopique produite par un architecte rêveur, mais bien d'un projet concret, pour lequel il s'inspire d'ailleurs d'un bâtiment construit en France, le Collège audiovisuel de Marly-le-Roi en région parisienne.
Imaginé par des responsables de la radio-télévision scolaire et construit par l'architecte Pierre-André Dufetel, ce bâtiment mettait en œuvre une véritable utopie pédagogique où les salles de cours étaient toutes reliées à un studio intégré de télévision. Les enseignements y étaient appuyés par des supports pédagogiques audiovisuels, dans des salles de classe aux dispositions inédites, où les élèves expérimentaient des méthodes d'apprentissage innovantes, leur permettant par exemple de produire leurs propres émissions. Un bâtiment inauguré en 1969, l'année où Zenetos conçoit son école. L'architecte avait finalement de bonnes raisons d'y croire, et il y croyait vraiment, comme en témoignent les fers qu'il laisse en attente pour la construction du dernier niveau de la partie nord. Ceux-ci ont été depuis recouverts, mais pas détruits, lors d'une rénovation de l'école qui s'est achevée en 2005. Mené par l'architecte Dimitris Papalexopoulos, un spécialiste du travail de Zenetos, et sa collaboratrice Atina Stavridou, l'ambition de cette rénovation était de restaurer la capacité d'évolution du bâtiment qui avait été fortement dégradé par le temps. Les architectes l'adaptent notamment aux nouvelles normes sismiques et font reconstruire les brises-soleil à l'identique qu'ils prennent alors soin de remplacer un à un pour ne pas endommager la structure. Durant le chantier, les élèves qui étudiaient dans des bâtiments temporaires ont quand même insisté pour venir faire leur photo de classe à Strogilo, témoignage de leur attachement à l'école de Takis Zenetos. Salut, ça va? Bienvenue à Strogilo. Στρογγυλό. Το Στρογγυλό είναι ένα σημαντικό αρχιτεκτονικό μνημείο για την πόλη μας. Είμαι ο Στέλιος Μαμαλάκης, δήμαρχος του Αγίου Δημητρίου. Pauls Kalsoyannis, Papadakis Dimitrios, director of the high school, head of the first junior high school in Agios Dimitrios. Στην Ελλάδα τα σχολεία συνήθως τα αριθμούμε και δεν τα ονοματίζουμε. In the morning, there are two schools working together at the same time and at the same place. And during the evenings we have a sort of a college. The third floor has 12 classrooms. They belong to the first junior high school. The middle goes to the high school. I'm a student here in Strogilos. We're both students of 11th grade, second grade of high school. Yeah, it's a really big school. I haven't seen most of it. I came this year here. The gym area is really big too. It has a basketball place, a volleyball place, inside and outside. And it's really good for summer because the air floats. The shape is just different from other schools. Otherwise, is like other schools. I think it's special, but because I have it in my daily life, I don't take it into account that much. It's kind of tricky how you get around. You enter from Papagou Street and you are on the ground level, but then you descend the stairs and you are in another level because there is a difference on the level of the two streets. Schools in Greece generally speaking are very dull, very monotonous, so this is a revolution for Greek standards. As it is roundabout, we all put the different parts together and we have a community. There are two different schools, but they are united. I think it's a special school. It holds a name here in the area. And yeah, most of the students want to study here. Strogilo. Partant du constat que les supports pédagogiques évoluent moins vite que les technologies elles-mêmes, Takis Zenetos fait de l'école d'Agios Dimitrios un espace capable, prêt à s'adapter à l'émergence d'une nouvelle société numérique. Un monde remodelé par les nouvelles technologies de l'information et de la communication qui finira bien par advenir, mais d'une manière un peu différente de ce qu'il imaginait. Il offrira à cette banlieue d'Athènes une école tout à fait unique, célèbre à travers tout le pays et source d'imaginaire dès le début de sa construction. Un bâtiment qui sera rentré dans le cœur des gens et qui deviendra pour eux un emblème, au point même pour certains de s'en faire tatouer le plan. Pionnier de l'architecture moderne grecque, Takis Zenetos finira malheureusement sa vie dans un état physique et mental de désarroi. Dans la nuit du 28 juin 1977, l'architecte se jettera du balcon de son agence, une fin tragique pour un esprit qui aura marqué durablement son temps. Une triste note sur laquelle s'achève ce 15e épisode du nouveau programme. Et vous alors, que pensez-vous de la vision du futur qu'avait Takis Zenetos?
Comment croyez-vous que nos sociétés et l'architecture vont évoluer d'ici 2070? Dites-le nous dans les commentaires. Et oui, 15 épisodes déjà. Une série qui, je l'espère, est vouée à continuer longtemps, mais pour cela, j'ai besoin de vous. Si vous le pouvez, soutenez-nous sur Tipeee ou Helloasso, en l'échange de quoi on vous offre même des stickers dessinés par Mina Malin. Suivez-nous aussi sur TikTok ou sur Instagram, où vous trouverez des formats courts exclusifs, et bien sûr pensez à vous abonner et à partager cette vidéo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode du nouveau programme. One last thing, Panathinaikos the best team in Greece.